Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Voyager en distanciel, d'itinéraire interculturel. Itinéraire interculturel qui est donc cette société qui a été créée en 1997 par Nathalie Lorrain et qui est donc spécialisée dans la formation interculturelle et le conseil dans ce domaine également et à laquelle je suis tout à fait ravie d'appartenir en tant que consultante référencée, et notamment pour des pays, pour un certain nombre de pays, dont celui dont nous allons parler aujourd'hui, qui est la Tunisie. Tunisie, chère à mon cœur, puisque c'est mon pays de naissance, donc c'est mon autre patrie, une patrie où je retourne régulièrement, où je séjourne régulièrement, que ce soit à titre professionnel ou pour des occasions plus amicales, si je puis dire, ou voire ludiques. Alors pour tenter d'illustrer ce pays et ce peuple, eh bien, j'ai choisi une approche un petit peu bicéphale. C'est-à-dire, comme il est de coutume, dans l'itinéraire interculturel et dans voyager en distanciel d'itinéraire interculturel, c'est de prendre une citation et de la dérouler pour illustrer un certain nombre de valeurs par rapport à un pays dont on parle, à une culture dont on parle. Eh bien là, j'ai senti le besoin d'approcher la Tunisie et les Tunisiens avec un proverbe d'une part et une citation d'autre part. Alors le proverbe, c'est le suivant: la rencontre des hommes vaut des trésors. On va voir pourquoi j'ai choisi cette illustration, ce proverbe. Et la deuxième, non pas proverbe, mais l'autre citation, est la suivante. C'est une citation de l'ancien président qui s'appelait Beji Caïd Essebsi. Et j'ai trouvé qu'elle était très illustrative par rapport au cheminement historique de ce peuple tunisien. Et c'est la suivante. Une communauté, il a parlé donc d'une communauté humaine, d'une sagesse distincte qui façonne son imaginaire. L'imaginaire est quelque chose de très important, un symbole imaginaire, c'est très important en Tunisie, et sa manière de comprendre son passé, de conduire son présent et de se projeter dans l'avenir. Alors pourquoi j'ai choisi ces deux thèmes? D'abord parce qu'il y a tout l'aspect de rencontres, d'échanges entre les hommes qui est induite par la rencontre des hommes votés trésors, avec toute la chaleur, l'échange qui est l'apanage des Tunisiens, l'aspect accueillant. Et par ailleurs, pour moi, c'est le témoignage, la citation et également d'ailleurs le proverbe, sur les témoignages d'une qualité fondamentale en Tunisie, qui est la cohabitation des valeurs traditionnelles et des valeurs modernes. Ces deux types de valeurs prenant leur source dans l'héritage historique de la Tunisie. On va voir à quel point il est riche et multiple. Et c'est cet héritage riche et multiple qui a fait de ce pays un pays pluriel et multiple et attachant. Et donc, tout ça, ça a donné une sorte de tunisianité qui fait figure d'exception dans le monde arabo-musulman et qui en fait un pays à divers titres, à la pointe, ce que j'appelle à la pointe. Donc on va voyager quelques instants dans ce pays du jasmin, puisque le jasmin est le symbole de ce pays. Comme dit le poète, le pays également du café des délices, qui est un petit peu à la fois réducteur, certes, mais pittoresque et révélateur, en tout cas. Et on va voyager dans ce pays et on va voir que l'image de la Tunisie qu'on peut avoir de l'autre côté de la Méditerranée peut être un petit peu là aussi réduite et qu'en fait elle se situe, cette image, entre symbolisme et imaginaire. Et dans tout symbole ou dans tout imaginaire, il y a du vrai et puis il y a un petit peu du moins vrai. Voilà. En tous les cas, et de prime abord, c'est un pays qui se conjugue, comment puis-je dire, en bleu et blanc, ou en blanc et bleu. Le blanc des maisons, ce sont les couleurs de la Tunisie, hein, le blanc et le bleu. Le blanc des maisons, le blanc des murs, le blanc de la grande luminosité, notamment pendant les mois d'été qui peuvent être très, très forts. Et cette luminosité qu'ont d'ailleurs été recherchés nombre de peintres
Et le fameux peintre Paul Klee, pardon, qui a peint de multiples paysages tunisiens, disait: «La couleur me possède, je n'ai plus à la saisir, elle me tient pour toujours». Donc c'est un petit peu cette impression de luminosité qu'il avait pénétrée et qui était très forte par rapport à ses sensations vis-à-vis de ce pays. Alors le blanc et puis le bleu. Pourquoi le bleu? Le bleu du ciel, le bleu de la mer, de la Méditerranée, des baies de Carthage, de l'île de Djerba, des rivages de Mahdia. Ce bleu omniprésent, sans oublier que là je parle des régions côtières, mais ne pas oublier quand même comment dire, les contrastes régionaux qui sont relativement forts en Tunisie. Et lorsque l'on pénètre de plus en plus dans le pays, on arrive par contre à des nuances beige qui sont l'apanage des régions sahéliennes, de ce qu'on appelle la steppe intérieure, où les populations sont un petit peu en adéquation avec les paysages et qui sont différentes de la population côtière. Et ce sont des régions d'ailleurs qui s'amorcent vers le vert des champs d'oliviers, qui couvrent une partie de ce pays, avec leur feuillage qui miroite de façon argentée quand le soleil cogne sur ces champs magnifiques. Donc un pays de végétation également, une végétation qui est très proche des habitants et une végétation très odorante, avec des effluves pas mal méditerranéennes et qui arrivent au pied des villes, si je puis dire, à la limite des villes. La végétation est toujours assez omniprésente. C'est un pays de saveurs, c'est un pays odorant, de saveurs olfactives, de saveurs gustatives qui vous enivrent quelque peu, et avec une merveilleuse gastronomie d'ailleurs, beaucoup à base de poissons notamment. Et c'est un pays, vous l'aurez compris, qui lorsque l'on arrive à l'aéroport de Tunis-Carthage, en principe à l'aéroport de Tunis-Carthage, on peut arriver par d'autres aéroports en Tunisie, mais notamment par l'aéroport de Tunis-Carthage, eh bien c'est un pays qui vous prend dans ses filets de pêche, puisque c'est un pays de rivage. Et lorsque on se lève un petit peu plus tôt que d'habitude et qu'on va à la rencontre des bateaux qui reviennent, qui rentrent au port, eh bien, participer à un marché aux poissons est une expérience à la fois pittoresque, sociale, d'échange et un moment où on voit vivre réellement la population tunisienne. Voilà, donc on va creuser un petit peu cette terre tunisienne qui est très forte en symbole, encore une fois, très forte en histoire. Et ce que je vous disais, c'est une des caractéristiques les plus éminemment importantes qu'il faut connaître, parce que c'est en connaissant l'histoire de ce pays que l'on apprend à connaître les individus, bien évidemment. Eh bien, c'est un pays qui est le produit de brassages de population. Alors, ces brassages de population ont suivi les mouvements de l'histoire, bien évidemment. Euh, la Tunisie, si je devais résumer, elle est une, puisque c'est une nation, elle est une, mais elle est plurielle. Elle est arabe, elle est musulmane, elle est méditerranéenne, elle est africaine, elle est maghrébine. Et sa personnalité s'est nourrie de ses influences successives pour donner naissance à la nation tunisienne. Mais ne pas oublier qu'à l'origine étaient les Berbères. Les Berbères, la région était habitée par les Amazighs. Et l'actuel dialecte tunisien, l'arabe dialectal, qui est donc celui que l'on parle dans le quotidien, dans la vie quotidienne, et souvent en famille, eh bien, prend largement source dans la langue berbère. À noter que le dialecte tunisien, l'arabe tunisien, l'arabe dialectal tunisien, a su prendre également, et c'est ce que font d'ailleurs les Tunisiens, c'est prendre toutes les influences de toutes les vagues d'envahisseurs, si je puis dire, qu'ils ont connues, pour enrichir et leur patrimoine et leur langue, puisque le dialecte arabe tunisien, eh bien,
s'est enrichi de mots ottomans, puisque les Ottomans ont occupé la Tunisie à partir du XIVe siècle à peu près, jusqu'à la période bellicale du début du XXe. Mélange de turc, mélange d'espagnol, de français, d'italien, de maltais et bien sûr d'arabe. Et même si l'arabe est la colonne vertébrale de la langue, le dialecte tunisien est un mélange extraordinaire et très riche. Donc à l'origine les Berbères, mais pourquoi Tunis-Carthage? Pourquoi l'aéroport de Tunis-Carthage? Car Carthage a tenu une place absolument fondamentale dans la construction et dans l'édification de ce pays. Et en fait, Didon, la princesse phénicienne qui venait de Tyr, donc l'actuel Liban, a choisi ces côtes d'Afrique du Nord pour pour fonder une nouvelle capitale pour le peuple phénicien, et donc qui s'est nommé Carthage. Elle a d'ailleurs obtenu pacifiquement, il y a une petite histoire assez mignonne, alors je ne sais pas si elle est vraie, je pense qu'elle est vraie, mais en tout cas, on a grand plaisir à la véhiculer, si je puis dire. Quand Didon est arrivé pour trouver ce port, enfin cette colonie, choisir de fonder une nouvelle capitale pour le peuple phénicien, eh bien, elle a rencontré les potentats locaux et de façon tout à fait pacifique, elle a obtenu de s'établir et d'établir sa petite colonie, si je puis dire. Et le seigneur local lui a dit très bien, autant qu'il pourrait en tenir dans la peau d'un bœuf ou d'un taureau hein, d'ailleurs. De temps en temps on dit taureau, de temps en temps on dit bœuf. Bon. C'était en fait la colline de Byrsa. Elle s'est établie sur la colline de Byrsa et comme Didon était une femme très pragmatique, très intelligente et une aventurière en quelque sorte, eh bien, au lieu de poser tout simplement la peau du bœuf ou du taureau pour en faire sa terre d'élection, elle a découpé des petites lanières. Et donc forcément, la peau transformée en lanière est devenue extrêmement grande et c'est ainsi qu'elle a couvert la colline de Byrsa qui était à l'origine de Carthage et de Carthage et donc de la colonie phénicienne. Alors les Tunisiens, d'ailleurs, aiment à se considérer comme issus de Phéniciens, dans leur mentalité et dans leur capacité à négocier. Ce sont de grands négociateurs, ce sont de grands commerçants. Ils ont hérité cela de Carthage. Et dans les périodes un petit peu compliquées, notamment après la révolution de Jasmin, quand il a fallu se mettre autour de la table, quand les différentes parties prenantes politiques ont dû se mettre autour de la table, eh bien, pour jeter les bases d'une nouvelle structure et d'une nouvelle organisation du pays, eh bien, le compromis a été de mise. Et le compromis, c'est quelque chose avec lequel les Tunisiens se sentent assez à l'aise. Car c'est un peuple qui, naturellement, est assez enclin à la mesure. Alors, Carthage, certes, mais Carthage a perdu sa suprématie devant l'avidité de l'Empire romain. Et je parle de ses racines, de ses brassages de population, parce que quand vous voyagez en Tunisie, cette histoire et ce qu'elle a généré et les témoignages, le patrimoine qui en découle sont extrêmement forts, sont extrêmement prégnants et solides, et vous expliquent beaucoup de choses sur le tempérament des Tunisiens. Donc Carthage a dû s'incliner devant Rome. Ils ont quand même fait 3 guerres puniques ensemble, hein, donc, dont la deuxième avec le grand général Hannibal et ces fameux éléphants qui ont franchi les Alpes. D'ailleurs, Hannibal aurait mieux fait de continuer parce qu'il a voulu un petit peu se reposer avant de filer sur Rome et d'envahir la péninsule. Mais les Romains finaux ont pris ce temps pour récupérer un petit peu de leur force et pour réattaquer et finalement bouter Hannibal hors des côtes européennes et il a été obligé de fuir en bateau d'ailleurs.
Mais les Romains n'ont pas été dans un premier temps tendres, puisque les 3 guerres puniques ont été relativement ardues. La troisième a été la bonne pour les Romains. Et le fameux Caton l'Ancien, avait d'ailleurs utilisé cette circonlocution, pardon, Carthago, qui est très connu, Carthago delenda est. On doit détruire Carthage, Carthage doit être détruite. Donc c'était dire pas l'animosité, mais la détermination des Romains à envahir cette colonie pour eux et à en faire, une terre euh, d'obédience et d'assimilation vis-à-vis de l'Empire romain. Alors, c'est d'ailleurs quelque chose qui n'est pas toujours très connu vis-à-vis de la Tunisie, qui a malheureusement, été un petit peu impacté par une certaine forme de tourisme il y a quelques années, qui n'était pas forcément le tourisme ad hoc et de découverte du pays. La Tunisie compte à peu près 30 000, je crois, sites archéologiques d'origine romaine. Alors ça peut passer. Moi j'ai une partie voilà, de personnes qui sont de mon cercle, qui dans leur jardin ont 3 petites colonnes qui se courent après. Donc ça peut passer voilà, de mini-sites à des sites absolument sublimes, telle que la ville de Douga, qui est une ville, quand on part de la côte ouest et qu'on se dirige vers l'est du pays, c'est-à-dire vers la frontière algérienne, qui est une ville romaine quasiment intacte, si l'on peut dire. Ne pas oublier non plus que, un petit peu au-delà de Sousse, euh, eh bien, vers les terres, vous avez le magnifique, vous avez le deuxième colisée le plus important du monde romain, qui se trouve à Elgem, et qui est le deuxième après oui, le Colisée de Rome, qui est absolument sublime et qui est encore en très bonne tenue. Euh, le musée du Bardo, qui se trouve à Tunis, enfin dans les proches banlieues de Tunis. Le musée du Bardo abrite d'ailleurs un musée de mosaïques romaines, de pavements qui ont été récupérés de villas romaines et qui sont un des fleurons de l'art romain tunisien. Donc des vagues de conquêtes qui se sont, comme je vous le disais, prolongées jusqu'à la période du Bellica. Et en fait, quelque chose de très important, les Tunisiens, qui sont sagaces, pragmatiques, commerçants, négociateurs, ont su faire le compromis, le sage compromis, pour conserver toutes les influences qui pouvaient leur être utiles et qui forment aujourd'hui les fondamentaux de leur tempérament et de leurs valeurs. Alors quelles sont-elles, ces valeurs? Parce qu'en fait, cette identité qui a été construite au fil des brassages aboutit à un certain nombre de valeurs. Si je devais résumer, la chaleur et la générosité de leur accueil, d'ailleurs la générosité, elle n'est pas simplement dans l'accueil, elle est aussi dans la générosité euh, du temps. Ils sont très généreux de leur temps, ce qui peut de temps en temps provoquer dans le monde professionnel quelques petites incompréhensions vis-à-vis des personnes venant d'Europe, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes leviers, les mêmes schémas. Ils ont su conserver un optimisme pour se jouer des difficultés, puisqu'ils ont eu l'habitude au fil des siècles de rencontrer un certain nombre de difficultés et de devoir les surmonter. Ils ont un esprit collectif, puisque dans certaines régions et à certaines époques où les conditions, où l'histoire peuvent être extrêmes, eh bien le fait d'être dans une mouvance de collectivité vous donne beaucoup de force et vous permet de faire face à des situations qui sont un petit peu difficiles. Euh, un profond attachement pour leurs racines en général et notamment pour leurs racines musulmanes. Donc ce type de valeurs et parallèlement, on va voir pourquoi, ils sont dans une logique de modernité, de dynamisme, d'avancée, de progrès, d'indépendance et quelque chose que l'on retrouve dans une large partie des pays arabes, cette, cette quête et ce souci du respect et de leur dignité. Voilà.
Donc on retrouve tout à fait dans le monde professionnel cette tradition d'accueil, la maîtrise des techniques de négociation, leur influence, l'influence géographique sur leur capacité à mener des échanges commerciaux. Et c'est une population qui est toujours assez avide de connaître les autres, puisqu'elle a été habituée à observer tous ces vagues de brassage et d'invasion, et d'en tirer donc le meilleur parti. Et donc une population avec une grande capacité à dialoguer. Alors quelque chose qui est absolument remarquable dans la population tunisienne, c'est leur don des langues. Ce sont des linguistes férus. Ils sont férus, certes, d'interculturalité, mais ils sont aussi férus de linguistique. Ce sont des... Moi, j'étais absolument permanence, c'est époustouflée, si je puis dire, par leur capacité, à l'oreille, à entendre une langue, à se l'approprier et ensuite à l'intégrer et à l'utiliser. L'italien, alors l'anglais bien sûr, le français, ça va sans dire, puisque le français, depuis le président Habib Bourguiba, le bilinguisme dans les écoles a été acté. Donc le français bien sûr, l'anglais, mais ils sont très très doués en allemand, en russe, en italien bien sûr, puisque ne pas oublier que les Italiens sont arrivés en Tunisie, un petit peu en même temps que les Français d'ailleurs, au 19e siècle pour s'établir. Ne pas oublier non plus que la pointe extrême de la Tunisie est à une encablure des côtes de Sicile. On est très proche de la Sicile et on est très proche d'un autre pays qui a généré aussi beaucoup d'immigration en Tunisie, des gens qui étaient partis courir leur chance, qui était Malte. Le rocher de Malte, car Malte est un rocher en plein au cœur de la Méditerranée, a généré beaucoup de vagues d'immigration vers la Tunisie, et c'est pour ça qu'il y a également des influences maltaises dans le dialecte tunisien. Donc voilà les bases de l'identité, si je puis dire. Voilà ce qui en fait son identité à ce pays, à la fois petit mais grand par son positionnement et géographique et politique, si je puis dire. Ne pas omettre quand même que cette identité, qui est une identité globale tunisienne, regroupe également des identités régionales fortes, puisque malgré tout, voilà, il y a les régions de l'intérieur et puis les régions côtières. Donc, et la population n'est pas tout à fait la même. Et les chances de réussite, d'ailleurs, au fil de l'histoire, n'ont pas été tout à fait les mêmes, puisque euh, d'une région qui était un petit peu en inclusion, eh bien, en opposition, on avait des régions qui étaient ouvertes vers l'extérieur, vers les arrivées, vers les départs. Euh, je parlais de l'intérieur du pays et je tiens d'ailleurs à souligner à ce titre-là la région de la ville de Kérouan, qui est quand même l'une des grandes villes musulmanes, des grandes villes religieuses musulmanes. Et la ville de Kérouan est une étape absolument incontournable pour comprendre les valeurs de ce pays. Donc la majorité des Tunisiens s'identifient à des valeurs à la fois traditionnelles et à la fois de modernité. Donc les valeurs traditionnelles, ce sont bien sûr les, la valeur de la famille, la valeur de la famille au sens large, la générosité et la solidarité du fait des conditions qu'on a pu connaître dans ces sociétés, un attachement profond aux racines que je vous ai évoquées, et la fierté et le sens de l'honneur. Alors la transition vers les valeurs modernes, on appelle ça, on va dire moderne, hein, moderniste, en fait le lien s'est fait avec la présidence d'Habib Bourguiba. Habib Bourguiba qui est né en 1900 quelque chose et qui est mort en l'an 2000, donc pratiquement un siècle. Et Habib Bourguiba, qui est avocat et qui, dans les années 20, etc., a commencé
a généré l'ambition son ambition et celle du pays de trouver son indépendance et sa fierté et sa liberté de fonctionnement et de pensée. Il a d'ailleurs créé un parti en 1924 qu'on appelle le Néo-Destour, et le mot Destour veut dire constitution en, en dialecte tunisien. Donc Bourguiba est un héros, on l'appelle le transformateur, il a vraiment transformé la société tunisienne. En fait, avec trois grands axes, il voulait faire un État de citoyens, mettre les gens à l'école et repositionner un petit peu le rôle de la femme, qui a un rôle assez particulier dans le monde de la femme tunisienne, qui a un rôle assez particulier, une place assez particulière dans le monde arabo-musulman. Donc cette marche vers la modernité, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la montée en puissance de l'individu, c'est une société qui est apte au changement, c'est une société où la jeunesse aspire à vivre au diapason du monde et où la cyberactivité a été essentielle, notamment dans le cas à l'époque de la Révolution de Jasmin, puisque c'est un petit peu comme ça qu'elle est née, si je puis dire. Et la révolution de l'information a accéléré la révolution de la culture tunisienne. Euh, une chose importante à propos de la Tunisie, c'est que cette éducation, ce dynamisme de la jeunesse, ce dynamisme de la société, qui a des défis, hein, qui a des défis devant elle, bien évidemment, va de pair avec un sens artistique du peuple tunisien qui est juste extraordinaire et qui s'exprime dans tous les arts. Que ce soit, je parlais de Kérouan tout à l'heure, que ce soit l'art des tapis. D'ailleurs, les fameux tapis de Kérouan s'inspirent de façon assez géométrique de l'architecture de la grande mosquée de Kérouan, et notamment avec un thème central, avec une figure centrale qui est celui du grand lustre de la mosquée. Si vous allez à Kérouan, eh bien, vous retrouverez cette symbolique sur ces tapis. Donc l'artisanat, les poteries de Nabeul, bien évidemment, le travail du verre et les grands architectes. La Tunisie est un pays d'architectes renommés. Je ne parle pas, bien sûr, ni des poètes, ni des écrivains, cela va sans dire. Et un pays de cinéma, avec des grandes figures comme Ferit Bouguedir, Moufidat Latli et tant d'autres, et un pays de peinture, puisque dans les années 1900 aussi, il y a une fameuse école tunisienne de peinture qui a donné naissance à un art magnifique, dont se sont inspirés d'ailleurs pas mal de peintres européens. Ces valeurs modernes vont bien sûr avec des idéaux d'indépendance économique et d'indépendance en général, et également avec une aspiration de la Tunisie à jouer un rôle, un rôle de catalyseur, un rôle d'avant-gardisme au sein du Maghreb et vis-à-vis de la zone euro-méditerranéenne. Donc tous ces éléments en font un pays, ce que je vous disais, à la pointe, sa dimension géographique. La Tunisie est à la pointe du continent africain. À la pointe, puisque la Tunisie a été précurseur avec le fameux mouvement du dégagisme. Ne pas oublier qu'elle a été à l'initiative de tout ce qu'on appelait les printemps arabes. Et les printemps arabes et sa révolution de Jasmin a été le coup d'envoi de ces printemps arabes. Donc, à la pointe de ce mouvement de révolution. À la pointe en termes d'organisation de la société, j'ai parlé d'Habib Bourguiba avec l'éducation, avec la place de la femme, avec notamment la place de la femme avec le code qu'il avait qu'il avait édicté en 1956, le code du statut personnel, qui a donné un certain nombre d'évolutions au rôle de la femme, et à la pointe en termes géopolitiques, puisque la Tunisie a toujours voulu
et s'est mis toujours dans une situation de jouer un effet d'entraînement géopolitique, encore une fois vis-à-vis du Maghreb et vis-à-vis du continent africain. Un effet d'entraînement très fort, sachant que la Tunisie est toujours restée très solidaire de son monde, c'est-à-dire du monde arabe, sachant que son islam est ce qu'on appelle très ancré dans le vécu. On est dans un islam maghrébin de type malékite, qui est une des écoles du monde sunnite musulman. Voilà ce que je voulais vous dire sur la Tunisie. On pourrait y passer, je pourrais y passer pas mal d'heures, pas mal d'heures. Communiquer avec les Tunisiens, c'est aussi être vigilant sur ce qui fait aussi nos différences, donc la beauté de nos échanges, c'est-à-dire un langage un petit peu plus informel que le nôtre, un langage un petit peu plus indirect que le nôtre, et de temps en temps comment dire, une façon de communiquer qui peut avoir un autre sens que celui qui est émis. Et ça, on apprend à le connaître, à se rendre compte quand on commence à être curieux, encore une fois, de ce pays. Et c'est bien être curieux des autres cultures, c'est bien ce qui fait le charme de l'interculturalité. Et c'est ce que l'on apprend au fur et à mesure de nos rencontres avec les autres cultures. Ne pas oublier aussi que les Tunisiens sont des gens qui ont une sorte de gymnastique pour se sortir des situations, qui ont acquis au fur et à mesure des siècles une espèce de gymnastique intellectuelle intellectuelle et quotidienne, si je puis dire, pour se débrouiller avec. Donc ce sont des gens qui se débrouillent, qui arrivent à se sortir de situations des fois assez complexes, et qui sont euh, plutôt positifs, comme je vous l'ai dit, assez optimistes, et qui ont un grand sens de la célébration et de la fête, que ce soit les fêtes musulmanes, de leur calendrier musulman, qu'elles soient les fêtes, on va dire, nationales du pays, ou les fêtes tout simplement où on se retrouve en famille élargie bien sûr, hein, les amis faisant partie de la famille élargie, et si l'on assiste à un mariage en Tunisie, si on a le bonheur d'assister à un mariage en Tunisie, eh bien c'est un enchantement, c'est un vrai enchantement, c'est une fête magnifique où on investit beaucoup et peu importe les moyens qu'on a, on met plus que les petits plats dans les grands. Voilà ce que je voulais vous dire encore une fois. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ne pas oublier que c'est un pays où le symbole est important, le symbole est efficace, où le ciel et la terre se répondent, où la connaissance de l'histoire est nécessaire pour éviter quiproquos et malentendus dans la relation. Et c'est un pays une vague de dynamisme et de créativité qu'ils ont chevillé au corps et qui me laisse assez optimiste vis-à-vis de leur avenir. Et je l'espère d'ailleurs, parce qu'ils ont toutes les qualités pour cela. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un autre voyager en distanciel et pour un autre pays. Merci et bonne journée.